Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, qu'est-ce que ça fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous parler de notre belle W140. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très intéressant, très important surtout. C'est, voilà, je veux acheter un V8, mais j'hésite, un V12, etc. Cette vidéo, elle fait suite à celle que j'avais fait il y a un petit moment, où j'avais parlé d'une manière un peu générale. J'ai évoqué toutes les motorisations, toutes les phases, etc. Je vais essayer de faire des mini-séries où je vais vous parler, je vais rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, je vais vous parler du V8, enfin il y en a deux, hein, et du V12. Je vais vous donner tous les éléments que j'ai de manière très objective. Et à la fin, je vais vous donner mon opinion personnelle. Il y en a qui s'en doutent. Voilà. Après, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, honnêtement. Donc, je vais vous donner tous les éléments. Après, comme à chaque fois, chacun fera son avis, suivra ses opinions, on fera le bon choix. Enfin, j'espère. Alors, on va commencer sur voilà, les différents... il y en a qui connaissent pas. Il y en a peut-être c'est la première fois qu'ils vont regarder cette vidéo. Bon, je vais essayer voilà, d'expliquer un peu tranquillement. Alors, le V8, il y en a, comme vous le savez, deux V8 M119. C'est le code moteur sur la W140. Vous avez le 4 litres 2 et vous avez le 5 litres. Il faut savoir que la 400, enfin la 400 SEL ou le 4 litres 2 a été au départ uniquement destiné au marché américain. C'était pas, il est venu après la commercialisation en Europe. 4 litres 2, il fait en moyenne 280 chevaux. Le 5 litres, environ 320 chevaux. Et le V12, vous avez le V12 bien sûr à environ moyenne 400 chevaux. Pourquoi je dis moyenne? Parce que je sais qu'il y en a, voilà, il y a une petite guéguerre, oui j'ai le 408, toi tu as le 394, etc. Ou j'ai le V8 dernière génération, moins puissant que toi, première génération, etc. Bon bref, moi je veux vous donner mon avis personnel vraiment, parce que je veux pas rentrer dans les détails techniques, hein, parce qu'il faut savoir que, comme vous le savez, les premières W140 étaient un peu plus puissantes que les phases 2, parce que l'injection à peu près a changé, la référence, je ne vais pas rentrer encore dans le détail, je vais passer d'une injection LH à une injection ME, etc. Mais, comment dire, c'est exactement la même puissance, c'est exactement pareil. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le constructeur, tout ce qui est données techniques, performance 0 à 100, il n'a pas changé un seul microseconde. Oui, niveau performance, est-ce que vous savez, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, que à partir de 95, la 140 a perdu environ 28 kg et elle a été rabaissée de 9 mm pour être exact, donc environ 1 cm. Donc les dernières, on appelait ça la cure d'amincissement. Donc voilà, niveau performance, voilà, ça reste toujours, même avec ce petit léger régime, les performances sont exactement pareilles. Voilà. Et la meilleure chose de savoir, de connaître sa puissance réelle du moteur, c'est vraiment la passer au bon. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je rappelle encore une fois comment on détermine la puissance d'un modèle. On prend un moteur au hasard sur la chaîne de production, on la met sur le bon et elle détermine un nombre de chevaux et cela s'applique à tout le modèle. Il faut savoir que cette baisse de puissance a commencé avant même 80, les phases 2, donc 93, les nouvelles nominations, 92. Il faut regarder, c'est pas parce que vous avez une 600 SEL de 93 que vous avez les 408 chevaux. Non. Et donc voilà, comment dire, vraiment, il faut savoir que avec l'affaire du Dieselgate, on sait très bien qu'un constructeur peut faire dire tout ce qu'il veut sur les chiffres. Voilà. Je rappelle encore une fois, moi je suis persuadé que les V12 408 chevaux, c'est exactement un gros clin d'œil, moi je pense, hein,
fait pour BM qui voulait faire, comme je rappelle encore une fois, j'en ai déjà évoqué ce sujet-là, le V16. Le V16 de BM qu'elle voulait faire en 89 faisait 408 chevaux. Donc voilà. Mercedes a fait un gros clin d'œil à BM pour lui dire, moi avec un V12 j'ai réussi à faire 408 chevaux. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, il faut faire la moyenne, il ne faut pas se dire, ouais, 408 chevaux, moi, toi, 394. Parce que pour moi, c'est exactement les mêmes. Voilà, la référence d'injection a changé. Il y en a qui disent, ils ont fait ça parce que il y a un enrichissement en pleine charge, etc. Et que ça détruisait, en gros, le catalyseur et le moteur. Si c'était vraiment le cas, Mercedes aurait fait un rappel, aurait changé toutes les injections des premières. Hein. Ça, c'est clair et net. Elle ne pourra pas laisser, surtout c'était juste à la peine elle venait juste de sortir, etc. Et qu'ils ne vont pas laisser des gens revenir alors que c'était encore sous garantie parce qu'on a l'ancienne injection, il faut la changer. Ça, j'y crois pas du tout à ça. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Et je finis juste pour dire que... qu'est-ce que je voulais dire Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est à partir de 93, il y avait les nouvelles nominations. Donc, on passe de la 600 SE LSE à S600, S500, etc. Bon. Et là, en fait, pour les normes, en fait, c'est comme un nouveau modèle. Donc, il faut repasser les tests, etc. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, mais avec de nouveaux chiffres. Mais comme la loi en Allemagne a été modifiée vers 91, 92, un peu, ils ont réduit un peu les taux de CO2, etc. Mercedes a voulu jouer le jeu pour dire, voilà, moi j'ai baissé de quelques petits chevaux, voilà, regardez, etc. Moi, c'est ce que, voilà. Et donc, il fallait refaire les tests, etc. Et comme le M104 et le diesel, etc., répondaient aux normes d'époque, il n'y a pas eu moyen ils n'ont pas réduit, hein. Mais pour moi, c'est exactement les mêmes. Hein. Regardez les chiffres 0 à 100, c'est pareil. Hein. Voilà. Niveau performance, qu'est-ce que je peux dire entre les deux? Bon, le V12, c'est très très puissant, ça c'est clair. Le V8 500, bien sûr, les deux, elles sont bridées. Je rappelle, bridé à 250 à l'heure, contrairement au S420. S420, il n'est pas bridé. Il peut aller jusqu'à 250, mais c'est pas bridé, c'est pas pareil. Donc, niveau puissance, donc voilà, vous avez dans les constructeurs, hein, le 600, il y a 6 secondes 3, 0 à 100. Je crois le 500, il est à... je crois 7 secondes 2, je crois. En tout cas, il y a toujours une seconde entre les motorisations, les trois motorisations. Mais le V12 reste quand même le moteur le plus puissant. Après, suivi du 500, voilà, c'est la base. Ensuite, je vais vous parler de la fiabilité. La fiabilité, niveau le retour que j'ai eu, etc., le V12 M120 reste quand même très très fiable, suivi du M119. Mais ces deux moteurs sont très 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 costauds. C'est extrêmement rare que vous allez voir des joints de culasse, etc. Vous allez avoir des petites pertes de puissance, du papillon, etc. Mais il n'y a pas vraiment de grosses pannes, de grosses casses, des bielles cassées, des pistons troués, etc. Ça, vous ne verrez pas ça. Hein. C'est extrêmement... Les deux moteurs, surtout le M120, a été étudié, mais d'une façon les plus draconiennes. Il faut savoir qu'il y a eu 5 millions de kilomètres parcourus. Il y a environ 70 W140 600 V12 qui ont parcouru le monde dans toutes les extrémités, sur le Grand Nord. Juste pour faire les tests, c'est un moteur, il n'y a pas plus robuste que le V12. Ensuite, suivi du V12. Les deux. Je vais être honnête, les deux sont vraiment très très robustes. C'est des moteurs très performants, très fiables, etc. Après, je vais évoquer l'aspect entretien. Donc là, encore une fois, la différence entre le V8 et le V12. Franchement, le V12 est un petit peu plus cher au niveau entretien. Mais qu'est-ce qui est plus cher? Les quelques petits litres en plus pour faire la vidange, les petits quelques litres de liquide de refroidissement. Voilà, l'entretien, vraiment, en fait,
c'est les pièces en fait qui coûtent cher. C'est pas l'entretien, hein, c'est les pièces qui coûtent cher sur la WS100. Quel que soit le modèle, prenez juste mon petit S350. Si j'ai un module, un relais qui craque, c'est le même prix qu'un V12. Hein, c'est exactement pareil. Il n'y a pas vraiment de différence assez flagrante entre les deux. Voilà, c'est maintenant il faut. Si vous connaissez pas, je vais évoquer les trois profils. Si vous avez les connaissances, vous avez le matériel, etc. Voilà, vous pouvez faire votre propre entretien, mais ça va pas coûter aussi cher. Si vous connaissez rien et que vous connaissez un garagiste spécialisé qui fait voilà, des bons prix, etc. Oui, mais si vous n'avez pas les moyens et que vous ne connaissez rien, et voilà, voilà. Là, malheureusement, ça va vous coûter. Enfin, c'est pas la peine d'acheter 140, hein, quasiment. Ça reste quand même une voiture de luxe qui a besoin d'un bon entretien, voilà, un entretien minutieux, etc. C'est tout ce que je peux dire niveau entretien. Ah oui, je n'ai pas évoqué l'aspect du faisceau. Bah, aujourd'hui, je pense que maintenant, on a tout compris. Vous avez compris que en 2020, quasiment toutes les Mercedes, hein, pas que la 140-600, mais tous les faisceaux de ces années-là ont été quasiment changés. Hein. On est vraiment en 2020, on est maintenant à plus de 20 ans depuis cette histoire. Voilà. La question du faisceau, maintenant, pour moi, n'est plus un problème. Maintenant, il y a quelques petites particularités à droite, à gauche qui se réparent, etc. Il y a des professionnels qui fleurissent droite à gauche, qui font que ça, mais dans pas longtemps, ça sera éradiqué. Hein. Donc voilà, pour moi, le faisceau n'est plus un problème. Consommation, les trois motorisations sont vraiment niveau mixte entre le 4 litres 2 et le 5 litres. Je vais être gentil, il y a une différence d'1 litre, mais si on veut vraiment honnête, il y a une différence de 0,5 litres hein, entre les deux. Il n'y a pas vraiment, c'est très très minime. Hein. Le V12, voilà, il y a un petit peu de consommation, 1 litre, 1,5 litre, mais c'est vraiment de consommation pour des voitures comme ça, très anciennes, c'est très raisonnable. On en parle de 11, 13, etc. C'est quasiment la même consommation qu'en S350. Mais après, je rappelle encore une fois, acheter des voitures comme ça et se poser la question de la consommation, c'est complètement, je suis désolé, mais débile, parce que c'est des voitures qui consomment, qui ont besoin voilà. Et on ne peut pas se permettre de poser la question. Et surtout, quand on achète un V12 ou un V8, on va pas dire, ah ben je vais accélérer doucement, je vais faire attention à la consommation. C'est très dommage parce que vous n'allez pas profiter. C'est des moteurs qui sont faits pour accélérer, pour se faire plaisir, mais pas pour oui, je vais aller faire mon petit tour tranquillement, etc. Je vais faire attention, je vais regarder l'aiguille. Déjà l'aiguille de la consommation, personnellement, ils auraient dû mettre, je sais pas, une jauge de température, l'huile moteur par exemple, comme le fait BM M Sport. Sur les séries M Sport, il n'y a pas d'aiguille de consommation parce que c'est complètement. Voilà, ça sert à rien de regarder la consommation d'une M5 par exemple. Donc voilà, vous appuyez sur la différence, vous appuyez sur le plié plancher, l'aiguille va rester bloquée sur 20, mais si vous roulez tranquillement, ça ne va pas consommer autant. Hein. Voilà, niveau consommation, ça reste quand même des voitures assez raisonnable. Maintenant, si on achète un V12 ou un V8 pour avoir un 9 sous le pied, je suis désolé, mais ça sert à rien, c'est pas fait pour vous. Hein. Qu'est-ce que je vais évoquer alors là, je vais rentrer dans les détails un peu sur les trois différences. Là, c'est très important. La différence qu'il faut savoir entre un M120 V12 et un 500 et le 4 litres 2, c'est que le 500 et le 600 sont considérés par Mercedes comme deux motorisations très haut de gamme. Voilà. C'est des motorisations qui ont été privilégiées par Mercedes et par conséquent, ils ont des options en série de série qui sont déjà inclus, surtout le 600. Le 600, si vous achetez un 600, soyez sûr et certain que vous embarquez avec vous des options que le reste l'ont en option. Je prends un exemple très simple, le soft close. On en parle souvent, etc. Les premières générations, le soft close était de série que sur la 600.
Après, il y a une généralisation, etc. Mais la 600 embarque vraiment beaucoup d'options, vraiment bien bourré, suivi de la 500. Ensuite, le 4 litres 2, il n'y a rien sur le 4 litres 2. Il faut vraiment cocher les options. Mais le 500 et le 600, vous avez des options en plus. J'ai essayé de regrouper un peu, mais en fait, ça dépend des pays. Je prends par exemple les États-Unis. Ils ont par exemple la 600 et la téléphone de série, par exemple. Le Bose. Le Bose, c'est partout. La 600, elle est toujours le Bose, hein, quel que soit le pays. Hein. La 600, elle est vraiment... comment dire, les rideaux arrière, la 600, elle a de base. Voilà, c'est... Après, la vraie différence, c'est là où je mets le point très important sur ça, c'est que la 600 et la 500, ils ont les suspensions hydropneumatiques de série. La 420 ne l'a pas de série. Ça, c'est très important. J'insiste. Suspension hydropneumatique 500, 600. Vous n'aurez pas de suspension de base. Ça, il faut l'ôter dans votre... Pourquoi? Bah déjà, pour des raisons de sécurité, c'est des moteurs qui sont hyper puissants. Vous avez un gros couple, vous avez de la puissance. Mettre des amortisseurs de base, bah, c'est juste créer de l'instabilité. C'est juste dangereux, quoi. Il faut vraiment que ça soit réglé au microseconde. La 420 ne l'a pas. Mais elles l'ont toutes en option, les suspensions hydropneumatiques. Ensuite, vous avez les correcteurs d'assiette de base sur la 600 et la 500. Correcteur d'assiette, je veux dire. Correcteur d'assiette, c'est quoi? C'est très simplement lorsque vous aurez... la voiture reste horizontale, quelle que soit la vitesse, le freinage, que vous chargez le coffre. Moi, j'ai la photo de ma S300 où quand je mets le plein et que je charge le coffre, elle est comme ça, hein. Regardez les amis, ça c'est ma Lady Di. Donc là j'avais le plein, le coffre bien chargé, etc. On voit bien que voilà, là, elle est un petit peu rabaissée. Mais si j'avais le correcteur d'assiette, bah, je n'aurais normalement pas ça. Donc voilà, genre, elle aurait été très horizontale. Là qu'on voit quand même un petit peu qu'elle est rabaissée par là, bah oui, voilà, c'est bien chargé. Et là, non, la différence, voilà, on peut la voir ici. Donc voilà, le correcteur d'assiette, ça permet en fait, voilà, bien aligné, qu'elle soit très horizontale, quelle que soit la vitesse, freinage, le poids, etc. C'est vraiment absolument rien à voir avec les amortisseurs standards. Mais la 500 et 600, ils s'en restent comme ça, très très stable. Ça, c'est très intéressant. Les suspensions hydropneumatiques, c'est vraiment, avec correcteur d'assiette, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est très dommage que les gens ont peur de ça parce qu'il n'y a pas plus fiable que ça. Ça existe depuis la Saint-Glinglin, depuis la Mercedes 600. La 116 l'a eu en série sur le 6 litres 9, il faut le savoir. La 126 l'a eu en option, mais la 600, la 500, ils l'ont... Voilà. Et souvenez-vous qui a sauvé le général de Gaulle avec sa DS sur l'attentat de Clamart, où il a tiré sur la DS, on a crevé les pneus, mais grâce aux suspensions hydropneumatiques, elle a pu rouler pendant des kilomètres jusqu'à Colombey avec une vitesse de 80 km/h. Là, je vous parle de la DS, hein. C'est pas la 140. La 140, c'est vraiment... On est dans un top niveau mondial. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. Le premier voyage que j'avais fait avec ma Lady Di, c'est que je suis parti avec mes parents et ma mère... enfin, mes parents avec ma mère, ça y est. Mais avec mes parents à Colombey des Églises. Ouais, on est allé devant la tombe. Mon père il est très passionné d'histoire comme moi. On est allé devant la tombe du général avec la 140. Premier voyage avec la double 140. Quelque chose qui m'a marqué. Donc voilà, les suspensions hydropneumatiques, il n'y a pas plus confortable. Il faut déjà savoir que la 140 de base, c'est déjà confortable. Vous imaginez les suspensions hydropneumatiques. Ceux qui ont peur des suspensions hydropneumatiques, qu'est-ce que sur une Mercedes, qu'est-ce qu'ils vont se dire devant une 600 W100 où là tout est hydraulique, même les fenêtres. Hein.
Ah oui, là, vous êtes bloqués, les amis. La 600, elle a quelque chose en plus de série, c'est l'ADS. Il faut vraiment faire très très attention à ça. Les suspensions hydropneumatiques, c'est pas l'ADS. L'ADS, c'est un système, c'est un bouton, pour faire simple. En anglais, c'est Adaptative Damper System, donc système d'adaptation de suspension. Pour faire simple, hein, version sport, version confort. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. La 600, vous avez le mode sport. C'est-à-dire, si vous voulez durcir les amortisseurs, vous sélectionnez le mode ADS. Et la 500, là, en option. C'est très différent. Donc, je résume. Suspension hydropneumatique de série 500-600 avec correcteur d'assiette à l'arrière. La 600 est la de série, l'ADS. La 600, la 500 là en option. Et la 420 n'a ni suspension hydropneumatique, ni correcteur d'assiette, ni ADS. Il faut les cocher, c'est tout. Il faut avoir l'option. Mais la plupart des S420 l'ont déjà... Enfin, les belles, les longues l'ont déjà... enfin, qui n'ont pas hésité à le prendre en option. Mais voilà, c'est vraiment très dommage qu'il y a des gens... Il n'y a pas plus fiable, je répète encore une fois. Hein. Les suspensions de gaz, on connaît leurs limites, on connaît les kilomètres, quand est-ce qu'on fait les changer, etc. Les standards. Mais les pneumatiques, c'est très fiable, ça dure dans le temps, parce qu'ils sont toujours sous pression, etc. Les sphères, etc. C'est quelque chose de très fiable, hein, que Mercedes a maîtrisé depuis, je rappelle encore, de la Saint-Glagla. Hein. Donc, voilà. Hein, Ensuite, donc voilà, pour parler un peu de l'architecture, un peu du visuel, moi je trouve que le M120, c'est le plus beau moteur du monde. Vraiment, quand on ouvre le capot, il est très beau avec ses collecteurs d'admission, c'est magnifique. Moi, j'adore le M120. Quand on ouvre le capot, c'est extraordinaire comme image qui donne, comme architecture. C'est très, très, très beau. Moi, je trouve que le M120. Le V8, malheureusement, moi, je trouve, c'est mon opinion, que le cache n'a pas été bien travaillé. Je pense qu'il y en a même qui ont, parce que le cache il est en deux parties, il y en a même qui enlèvent la première partie pour montrer que c'est un gros moteur V8. Mais si on met quand on ouvre, on a du mal à distinguer. Voilà, c'est peu travaillé à mon avis. C'est pour ça que j'adore plutôt les anciennes motorisations V12, même les V12 qui sont venus après. Hein. Si on ne voit pas le logo, on ne peut pas savoir si c'est un V8 ou un V12. Malheureusement, c'est le gros cache noir là comme ça. Par contre, voilà, j'aime bien quand on ouvre le capot, qu'on voit les 12 pattes là comme ça, on distingue très bien que c'est un V12, ça j'adore. Et le V12, moi je trouve visuellement que c'est vraiment très très beau. Donc c'est vraiment une œuvre d'art le M120. Et moi j'adore en fait les motorisations de ces années-là, surtout les V12, tout ce qui est BM, c'était très beau quand même, le E32 ou même le E38, le V12, il est très beau, hein, la Jaguar à l'époque, etc. J'adore en fait les gros collecteurs comme ça, je les adore, c'est vraiment des œuvres d'art. Mais le M120, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Après, il faut savoir aussi que le V12 à l'époque, que ce soit le V8, etc., à l'époque c'était silence radio, pas de collecteur, pas de ligne à bruit, etc. Mais je suis sûr et certain que si le système à clapet existait, Mercedes l'aurait mis. Parce que le M120, moi je trouve qu'il est très très étouffé avec le plus gros. J'appelle ça le suppositoire catalyseur monde qui fait 7 litres. C'est très étouffé, il est très silencieux, mais à l'époque c'était comme ça, c'était la mode. Mais voilà, une petite ligne avec clapet, on ouvre les gaz et on se fait plaisir avec le moteur de la Pagani quand même. Ce moteur là, le 6 litres, vers 2013, la Révolution a fait 800 chevaux. Ce même moteur, le M120, le 6 litres. Voilà, bon, après, c'est comme ça. Hein. Moi, personnellement, j'adore les V12 ou les V8 avec une bonne ligne, mais à clapper, hein, parce que avoir le son permanent, c'est fatigant. Et voilà, quand on a envie de se faire plaisir, d'entendre ce beau moteur, on ouvre les clapets.
Et quand on veut du silence avec la famille, etc., on ferme et voilà, on roule tranquillement. Oui, et j'évoque aussi l'aspect des taxes. Donc, comme vous le savez, cette fin de cette année, la taxe V12 pour les 39 chevaux françaises, elle sera abrogée. Donc, il n'y aura plus de taxe 2000 euros, là, la taxe stupide. Mais j'ai déjà évoqué le sujet là sur mes autres vidéos, mais voilà. Mais je rappelle encore une fois, si vous importez un V12, il n'y aura pas cette taxe, même si vous l'importez maintenant. Après, il y a aussi des Français qui ont été déjà importés après juillet 98 et qui sont à 34 chevaux et du coup, il n'y a pas de taxe. Donc voilà. Après le V8, il n'y a pas de taxe, donc ça c'est normal. Payer la carte grise, plus de 10 ans, moins de 50%, voilà, c'est pas quelque chose. Carte grise, c'est pas vraiment. Juste que l'affaire de la taxe à 2000 euros du V12 qui fait encore un peu mal au cœur, mais bon. La bonne nouvelle, c'est qu'elle sera supprimée en 2021. Voilà. Donc voilà les amis, j'ai essayé vraiment de vous donner quelques éléments que j'ai. Voilà, pour résumer, voilà, les 600 sont vraiment bourrés d'options de base. Après, elle suit la 500. Si je prends juste le Xenon par exemple, sur la 500 et 600, il était de série aux États-Unis par exemple. Voilà. Tout est question de configuration, etc. Mais voilà, niveau performance, voilà, le V12 reste le plus performant, suivi du 500, après le 420. J'ai évoqué l'aspect consommation, cette question qui ne devrait même pas se poser. Après, la vraie différence, je la répète encore une fois, c'est les suspensions hydropneumatiques avec correcteur d'assiette qui sont de série sur la 500 et 600, mais qui ne sont pas sur la 420. Voilà, c'est la seule unique différence. Après, voilà, tout est question de configuration. Je ne vais pas revenir sur les configurations, etc. La 600, bien sûr, elle a des configurations de fou. Si j'ai bien compris, la 600, elle avait carrément, vers la fin, la clim à l'arrière qui était de série, etc. Voilà. Là, si je prends un catalogue au hasard, hein, là, on peut voir, par exemple, l'ESP, il est de série sur la 600, mais en option sur les autres. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'il y a sur le... Ah, tiens, j'apprends quelque chose. Le Parktronic, il est en option sur toutes. Ah ouais. Ah oui, parce que c'était un système qui coûtait extrêmement cher, le Parktronic radar sonore. Hein. Qu'est-ce que la 600 que les autres n'ont pas? On prend l'audio. Bon, les États-Unis, hein, par exemple, ici, il offre le Bose à toutes les séries. Par contre, le chargeur 6CD, le téléphone, il est de série sur la 600. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'on peut trouver la clim arrière Bison de série sur la 600 et voilà, en option sur les autres. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Voilà, vraiment c'est très différent, ça dépend des pays, etc. Mais une chose est sûre, c'est que voilà, comme vous pouvez voir, la 600 c'est toujours noirci, hein. Elle a toujours beaucoup d'options de série, c'est quand même quelque chose de fou. Et toujours, elle tire vers elle toujours la 500. Comme ici, on peut voir, hein, il y en a deux en commun. Le Xenon, hein, j'en ai parlé. Siège chauffant avant, c'est de série, voilà, sur les deux, hein, mais bon. Voilà, il faut... Après, comme je l'ai dit, je répète encore une fois, les deux motorisations 500 et la 600, c'est les meilleurs. Niveau config, niveau options, etc. Niveau confort, les suspensions automatiques, c'est la meilleure chose. Moi, je n'hésiterai même pas, je me poserai même pas la question, je foncerai dessus. De toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Si vous ne voulez pas la suspension, il faut passer sur le 420. C'est tout. Après, malheureusement, en Europe, si vous voulez la plus belle, etc., les versions longues avec les belles configs, une 420, c'est extrêmement rare, il faut l'importer des États-Unis. Mais les États-Unis, comme là-bas, la plupart, les options ils étaient vraiment données, ils n'ont pas hésité à cocher la case suspension pneumatiques, etc. Mais bon, certes, il y a pas mal de 420 qui n'ont pas les suspensions pneumatiques. Mais encore une fois, c'est très dommage parce que, je répète, les suspensions, c'est un confort, mais qui n'a vraiment rien à voir avec la version standard, mais qui, elle, déjà, le confort, il est inégalable par rapport à d'autres modèles. Donc, je vous laisse le choix. Hein.
Qu'est-ce que, pour finir, voilà, pour finir, je vais vous dire mon avis personnel. Vous me connaissez, le V12, je ne peux pas choisir autrement. Euh, le V12 pour moi, une 140, ça va avec le M120 parce que tout a été étudié pour, si vous regardez le capot de la 140, quand vous l'ouvrez, vous regardez que le M120 c'est vraiment fait que pour la W140. C'est extraordinaire. Euh, Tout a été calculé au centimètre près pour le V12. Maintenant, voilà, si vous voulez vraiment... Il y en a qui aiment que le V8, hein, je le comprends parfaitement. Mais moi, si je dois vraiment acheter que le V8, il y a une version que j'adore, que je la trouve indémodable. Et vraiment, si même aujourd'hui, Mercedes la reproduit aujourd'hui, il y aura de la clientèle qui vont l'acheter. C'est la grande édition. La S500 grande édition. La noire, là, le noir foncé avec le bois black piano et intérieur beige. Celle-là, c'est version longue en plus. C'est la plus belle configuration que j'apprécie. L'une des plus belles configurations. Je n'ai pas dit là. L'une des plus belles configurations. Celle-là, elle est magnifique. Malheureusement, il y en a 600. Il y a l'équivalent de la grande édition, la version exclusive, mais il y en a une cinquantaine. J'arrive même pas un jour à trouver quelques photos de celle-là. Bon. Mais la version grande édition, bien évidemment, en plus il en fait en 500. Hein. Mais là aussi, hein, suspension de pneumatique, etc. Il a les options de fou. Voilà, grande édition, c'est magnifique. Après, voilà, moi je reste. Vraiment, si le jour où j'aurai vraiment les moyens, mais voilà, la vie, l'espoir, il faut toujours être optimiste. Oui, j'achèterai un M120 en W140, une grande édition, un coupé en V8 aussi, ou en V12, voilà. C'est des motorisations qui sont extraordinaires. Je ferai d'autres vidéos pour parler de d'autres motorisations, mais voilà, là on a parlé des très haut de gamme, et surtout les deux, j'en parle qu'on fait à Mercedes, les deux très haut de gamme pour elles, considérées, c'est la 500 et la 600. Ça, il faut se le mettre dans la tête. Alors, pour finir, j'ai sélectionné deux petites phrases que j'avais notées ici sur le V12, que j'ai adoré, ces deux phrases sur un forum américain que j'avais noté il y a longtemps. Il y a un qui avait un coupé M120 V12, il a dit c'est l'une des plus excellentes voitures, la meilleure voiture de mes 43 voitures que j'ai eues au courant de mes 67 ans. Ah, c'est énorme comme phrase. Wow. Il y en a un qui a dit les W140 équipés du V12 M120 sont sans doute la haute absolue de la construction automobile à ce jour. C'est magnifique comme phrase. Il y a une autre phrase aussi que j'oublierai jamais, celle-là. C'est à l'époque, j'ai failli acheter un V12 et j'avais appelé un vendeur. Il m'avait dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit à 260, j'avais encore sous le pied. C'est énorme cette phrase. Après, il y a une autre phrase que j'adore aussi, celle que, mais je l'ai repris de chez Segal. Il a dit si on n'a pas une Rolex avant, c'est 50 ans, on a raté sa vie. Moi, je dis que si on n'a pas un V12 au moins une fois dans sa vie, c'est que on a raté sa vie. Donc voilà, les amis, faites votre choix et surtout, posez pas la question fiabilité, entretien, etc. Consommation, surtout pas. Foncez, faites-vous plaisir parce que ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Et vous allez voir ces modèles-là que dans des forums où vous allez bailler devant le V12. C'est encore tôt pour en acheter un. Je dis ça pour moi aussi. Mais bon, pour l'instant, je suis vraiment bloqué. Je peux pas me permettre. J'ai pas de place, j'ai rien. Mais il faut que je fonce aussi. Mais bon, on verra bien. Allez les amis, je vous souhaite bon week-end et à très bientôt. Et pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. Allez, salut.